Voilà, c'est parti, l'enregistrement a commencé. Je vous laisse prendre connaissance du premier exercice, comprendre de quoi il s'agit et essayer de réfléchir déjà à la question 1. Après quelques minutes, là, je vais vous donner des explications. On va faire un exemple ensemble de qu'est-ce que c'est la situation qu'on essaye de résoudre.
Ok, alors, regardons de quoi il s'agit. Donc, on vous dit la situation qu'on regarde, c'est que on a une section autoroutière dans laquelle sur laquelle on a des aires d'autoroute qui sont placées. Et nous, ce qu'on veut, c'est y placer sur certaines de ces aires d'autoroute des restaurants de notre chaîne. Le but, c'est de maximiser le revenu de ces restaurants en sachant que dans chaque aire sur lequel on peut placer un restaurant, on a une estimation du revenu qu'on va avoir en plaçant un restaurant sur cette aire. Et il y a des petites contraintes, c'est que qui sont imposées par la compagnie qui gère l'autoroute. Les contraintes, c'est que vous pouvez pas avoir deux restaurants qui soient à moins de 50 km l'un de l'autre. D'accord. Donc ils veulent répartir les chaînes de restaurants dans leur autoroute, donc ils vous imposent ça. Vous ne pouvez pas installer de restaurants à moins de 50 km. Il faut qu'ils soient à au moins 50 km de distance. Ok, alors faisons un exemple avant de passer à la question. Faisons un exemple de à quoi ça ressemble du coup cette situation. Je vous ai fait un petit dessin là pendant que vous lisiez l'énoncé. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez votre autoroute ici. Là, vous avez votre autoroute qui va du kilomètre 0 au kilomètre je ne sais pas combien, on va dire 180. Et vous avez les aires que j'ai représentées par des points noirs. D'accord. Donc sur les aires, on peut éventuellement placer des restaurants. Les aires, elles sont numérotées, c'est les numéros qui sont écrits au-dessus, de 1 à 7. Dans cet exemple, il y a 7 aires d'autoroute. Et en dessous de la ligne, j'ai mis la distance en kilomètres qui les sépare du début de la section, d'accord, du 0. Donc la première aire, elle est à 10 km, la deuxième aire, elle est à 30 km, la troisième à 60 km, etc. Donc ça, c'est ce qui nous est donné dans le problème. Et ça nous est donné sous forme d'un tableau. Le tableau, je l'ai écrit juste en dessous. Donc pour le tableau il est indicé par les indices des aires d'autoroute, d'accord, de 1 à 7, et dans chaque case du tableau, pour l'indice 3 par exemple, vous avez à quel kilomètre se trouve l'aire numéro 3. Ici, elle se trouve au 60e kilomètre. Et parallèlement à ça, vous avez aussi le tableau qui vous donne le revenu escompté pour si on place un restaurant sur cette aire. Donc par exemple, pour la troisième aire, ici, là, pour I qui vaut 3, le revenu escompté, on va dire en millions d'euros par an, c'est 8. D'accord ? Donc vous avez ça, le revenu escompté pour chacun des placements d'un restaurant sur une aire. Ok. Donc vous vous rappelez que vous avez la contrainte que vous ne pouvez pas placer deux restaurants à moins de 50 km l'un de l'autre. Donc par exemple, si vous placez un restaurant ici, d'accord, vous ne pouvez pas en placer un là. Ça, c'est pas possible. D'accord, parce qu'il serait séparé seulement de 30 km. Vous pouvez peut-être en placer un là, mais du coup, si vous placez ces deux-là, vous ne pourrez pas, par exemple, en placer là. Parce que celui-là, il n'est pas à moins de 50 km des deux autres. Okay, donc, c'est ça qu'on cherche à faire, c'est trouver un placement des restaurants qui respecte ces contraintes et qui fait que les revenus associés au restaurant vont être maximaux. C'est-à-dire là, par exemple, j'ai choisi l'aire numéro 3 et l'aire numéro 6, donc j'espère gagner, avec 3 et 6, j'espère gagner 8 plus 6, 14 millions d'euros à l'année. Et nous, ce qu'on cherche, c'est le placement qui va nous faire gagner le plus. Alors, pour ça, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Pour ça, on va commencer par calculer quelque chose qui va nous être utile dans ce but. C'est le but de la première question. On va noter PI, le numéro de l'aire qui est la plus proche de I avant I. D'accord. Donc l'aire une aire qui est placée avant I, c'est-à-dire entre 0 et l'aire entre 0, le début de la section autoroutière, et l'aire numéro I, et qui est à au moins 50 km de l'aire numéro I. Donc on voudrait calculer ça pour toutes les aires. Pour toutes les I, on voudrait savoir l'aire qui est avant I et qui est la plus proche de I, tout en étant à au moins 50 km de I. Okay. Donc on veut calculer ça dans un tableau PI qui nous donnera le numéro de l'aire la plus proche avant I et à moins 50 km de I. Alors par convention, on prendra que s'il n'y a pas d'aire avant I, ou alors qu'il n'y a pas d'aire à au moins 50 km avant I, à ce moment-là, on prendra que PI vaut 0.
d'accord. 0, c'est le début de la section autoroutière, mais il n'y a pas d'air au début de la section autoroutière, d'accord, dans le problème. Ça sera pratique d'avoir cette convention et vous verrez que ça se passe bien après dans les calculs quand on a pris cette convention-là. Ok, ben alors allons-y, faisons sur l'exemple, calculons le P, d'accord. Donc par exemple, pour la première R, c'est quoi l'air qui est avant à au moins 50 km avant I? Ben il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas d'air avant la première R, d'accord. C'est la première, donc il n'y en a pas. Donc là, par convention, on a dit ça sera 0. Le P de 1 vaudra 0. Pour la deuxième R, alors pour la deuxième R, il y en a des airs avant, il y a la première, mais elle n'est pas à au moins 50 km. D'accord? Donc encore une fois, il n'y a pas d'air avant la deuxième qui soit à au moins 50 km de la deuxième. Donc encore, par convention, ça sera 0, le P de la deuxième R. Pour la troisième R, j'ai deux airs avant. Alors, celle-là, elle n'est pas à la deuxième, elle n'est pas à moins de 50 km, mais la première, elle est à au moins, pardon, pas à moins, à au moins 50 km, d'accord? Donc, pour celle-là, j'en ai bien une qui est avant l'aire numéro 3 et qui est à au moins 50 km de l'aire numéro 3, c'est 1. Il n'y en a qu'une, et du coup, c'est la plus proche. Pour l'aire numéro 4, des airs qui sont à au moins 50 km avant, ça veut dire avant 20 km, il n'y en a qu'une, encore une fois. C'est l'aire numéro 1. Ok. Pour l'aire numéro 5, elle est à 90 km. Donc moi, je m'intéresse aux airs qui vont être avant 40 km. Il y en a deux. D'accord? Il y a l'aire numéro 1 et il y a l'aire numéro 2. La plus proche, puisque c'est ça qu'on cherche, c'est la plus proche de l'aire numéro 5, qui est à au moins 50 km avant l'aire numéro 5. Du coup, c'est la numéro 2. La numéro 1 est plus loin. Donc pour 5, ça sera la numéro 2. Okay. Pour l'aire numéro 6, on est à 120 km. Donc on va s'intéresser aux airs qui sont avant le kilomètre 70, y compris le kilomètre 70. Donc là, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Et du coup, la plus proche, c'est laquelle? Ben, c'est la quatrième. Donc pour 6, le P de 6 vaudra 4. Et pour 7, on est à 150 km, donc on s'intéresse aux airs qui sont avant le centième kilomètre. Avant le centième kilomètre, il y en a 5, et la plus proche, du coup, c'est la numéro 5. Donc le P de 7 vaudra 5. Okay. Et nous, c'est ça qu'on veut calculer. On veut faire un algorithme pour calculer le tableau P. Et on vous donne même sa complexité, on veut calculer ça de façon très efficace. En L. Est-ce que vous avez des questions sur ça, ou est-ce que c'est clair ce qu'on cherche à faire? Alors je vois qu'il y en a déjà qui donnent des solutions, donc je vais vous laisser réfléchir quand même 2 minutes à une solution et on en reparle après. Alors, est-ce que vous pouvez répéter le 4 pour P6? Oui, pour P de 6. Donc, quand tu en es à l'aire numéro 6, on va regarder ce qu'il y a, du coup, 50 km avant. Comme elle est au kilomètre 120, je vais regarder ce qu'il y a avant le kilomètre 70, y compris le kilomètre 70, parce que ça doit être à au moins 50 km d'écart, ça veut dire 50 km d'écart, c'est bon. Donc, la 4, elle est OK, d'accord? On peut placer un restaurant à la fois sur la 4 et sur la 6. Donc, tout ce qui est 50 km avant la 6, c'est tout ce qui est avant le kilomètre 70. Donc il y a 4. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est celle qui est le plus proche de l'aire numéro 6. Ben, c'est la dernière, c'est la 4. Voilà pourquoi P de 6 vaut 4. Alors, avant que je vous laisse vraiment réfléchir à cette question, je vais encore vous montrer quelque chose. Ici, ce que je me pose comme question, c'est un problème d'optimisation. Dans les derniers cours, à chaque fois, quand on a un problème d'optimisation à résoudre, pour savoir si on a trouvé une bonne solution d'un point de vue algorithmique, une solution efficace, ce à quoi on se compare, c'est toujours l'algo brute force. Il y a toujours un algo entre guillemets naïf, simple, direct, une approche directe pour résoudre le problème, qui est pas très efficace, mais qui a le mérite de résoudre le problème entièrement et exactement. Alors dans ce cas-là, ça serait quoi l'approche brute force? On cherche le meilleur placement de nos restaurants qui vérifient les contraintes. Alors l'approche brute force, elle est vraiment très simple, elle ne cherche pas trop à vérifier les contraintes a priori.
Ça serait quoi l'approche brute force? Est-ce que vous voyez? On fait les combinaisons. Alors oui, sois un peu plus précis, Clément, sur ce qu'est une combinaison. C'est quoi comme objet? D'un point de vue mathématique, tu vas regarder quoi? Ouais, mais j'aime pas trop le mot combinaison. Pour moi, combinaison, ça me fait penser à un nombre de combinaisons. Très simple. Justement, on va essayer de faire vraiment brute force. Ça veut dire on réfléchit pas. On nous dit c'est quoi le meilleur placement, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais là, c'est déjà un petit peu réfléchir, ça, Nicolas. C'est déjà un petit peu essayer de gérer les contraintes du problème d'une certaine façon. Si tu regardes pour chaque aire les aires précédentes. Le truc vraiment naïf, brute force, c'est on vous demande c'est quoi le meilleur placement, ça veut dire quoi? C'est quoi le meilleur ensemble d'aires que vous pouvez sélectionner pour mettre vos restaurants? Non. Donc, qu'est-ce que c'est, brute force? C'est essayer tous les sous-ensembles d'aires. Alors, je pense pas qu'il y en ait factoriel N, mais on va les essayer toutes, en effet. On essaye tous les placements possibles. Alors, un placement, justement, c'est quoi? Pour moi, un placement, c'est un sous-ensemble. Donc, un placement, c'est égal à un sous-ensemble des aires. Des n, r qui nous sont donnés. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? On génère tous les sous-ensembles. Ça, on a déjà parlé de comment faire ça, d'accord? Ça revient à compter, voilà, exactement, David. Il y en a 2 à l'exposant n. Donc, des trucs comme ça, des sous-ensembles, il y en a 2 à l'exposant n. Donc là, c'est y compris, on essaye l'ensemble où il n'y a aucune R, on essaye l'ensemble où il y a toutes les R, ça veut dire. Mais c'est pas grave, on fait brute force, on essaye toutes les possibilités. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour chacun de ces sous-ensembles? On doit, pour chacun des sous-ensembles, on vérifie on fait 2 choses. D'abord, on vérifie qu'il satisfait les contraintes. On vérifie qu'il satisfait. Donc c'est ça qui est bien dans brute force, c'est qu'on ne s'occupe pas de générer que les solutions qui satisfont les contraintes. On génère toutes les solutions et on regarde si elles sont acceptables. On vérifie que le placement, que chacun des sous-ensembles, il satisfait la contrainte des 50 km qui nous a été donnée. Petit 2, si oui, s'il vérifie la contrainte, on calcule le revenu escompté. Le revenu, ouais, je veux dire escompté. Et petit 3, quand on a fait ça pour tous les sous-ensembles, on garde un sous-ensemble de revenu max. Ok. Donc ça prend quel temps? Ben, ça prend grosso modo 2 à l'exposant n. On avait dit il y a peut-être un petit surcoût quand même de générer tous les ensembles. Au pire, ça va nous coûter, on avait dit la dernière fois, c'est sûr que ça ne coûte pas plus que ça de générer tous les sous-ensembles. Et pour chacun des sous-ensembles, il faut vérifier qu'il satisfait la contrainte. Ça doit se faire en grand taux de n, d'accord? Il suffit de les parcourir dans l'ordre, on les aura générés et ils seront classés dans l'ordre, les aires de la plus petite à la plus grande. Donc il suffit de parcourir toutes les aires et de vérifier qu'elles sont toutes à plus de 50 km. Car entre 2 aires consécutives, il y a plus de 50 km. Donc ça se fait en grand taux de n en faisant un parcours de toutes les aires qui sont dans mon sous-ensemble. Il n'y en a même pas n, hein, mais je peux les parcourir toutes et voir pour chacune qui sont là, je regarde si elles sont bien à plus de 50 km. Et je calcule le revenu max, ça aussi je peux le faire en grand taux de n en même temps. Donc là, j'aurai calculé le revenu. À la fin, je garde le revenu maximum que j'ai vu. Donc tout ça, ça ne devrait pas me coûter plus de n carré 2 à l'exposant n. Et on avait dit, quand on est avec ce genre de complexité, on se moque un peu du polynôme. Ce qui nous intéresse, c'est l'exponentielle. Et on le note en grand taux étoile de 2 exposant n.
Donc l'approche brute force, ici, elle nous produirait un algo en 2 à l'exposant n. Okay. Et nous, là, dans l'exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un algo en grand taux de n. Donc il y a vraiment un gain qui est énorme là. Dans l'exo, nous, on va faire grand taux de n. Donc là, il y a vraiment un gain qui est énorme. Et on va le faire comment? On va le faire par la programmation dynamique. C'est ça vers quoi nous guident les questions de l'exercice. Alors, revenons du coup à la première question et au calcul de ce tableau P. C'est ça qui nous intéresse pour l'instant. C'est comment est-ce que je fais pour calculer en grand taux de n le tableau P. Je vous laisse encore 2 minutes pour réfléchir à ça et après on en discute. Ouais, je vais vous laisser un peu plus de 2 minutes parce que ça c'est un truc intéressant. Je pense que c'est un truc que vous pouvez tous trouver. Il est pas difficile l'algo. On pourrait presque le proposer dans un cours d'introduction à la programmation, de parcours de tableau. Comment est-ce qu'on ferait ça?
Ok, je vous propose une façon de s'y prendre pour faire cet algo. La façon dont je m'y prendrais, ce serait d'avoir, en quelque sorte, d'avoir deux pointeurs. C'est pas vraiment des pointeurs, ça va plutôt être des entiers qui sont les stations. Mais un truc qui pointe sur la station I pour laquelle on veut calculer le P de I. Donc au début, c'est la station numéro 1, d'accord? C'est le pointeur rouge. Et un truc, le pointeur vert, qui pointe sur le prétendant à être le P de I. Alors au départ de l'algo, le prétendant à être P de I, ça serait 0, parce qu'on n'a encore rien calculé, et qu'on sait que par convention, si on a trouvé personne avant, ça va être 0. Et pour le I, le pointeur rouge, ça serait la première station. Et ce qu'on fait comme test à chaque fois, c'est on regarde si le prétendant, il est à plus de 50 km avant, alors il faut l'avancer et essayer la station d'après. Donc là, au début, le prétendant, il est à 0, la station elle est à 10, il n'est pas à plus de 50 km avant, donc je vais mettre que oui, c'est OK pour 1, ça sera 0. Et ensuite, je passe à 2, c'est-à-dire que je fais avancer mon pointeur rouge. Mon pointeur rouge, je vais m'intéresser à cette aire-là. Et je regarde mon prétendant à être P, est-ce qu'il est plus de 50 km avant? Ben non, toujours pas. Donc il est toujours pas plus de 50 km avant, je vais mettre 0. Je vais passer à l'aire suivante. D'accord? Donc j'avance le pointeur rouge. J'avance le pointeur rouge. Je regarde l'aire numéro 3. Elle est à 60. Est-ce que P, il est plus de 50 km avant? Ah oui, là, il est plus de 50 km avant. Donc, il y a une possibilité pour que je trouve une aire plus proche. Donc, j'essaye de voir si l'aire d'après, elle est plus proche. Si l'aire qui suit le P courant, là, si je fais avancer P, est-ce que c'est encore à 50 km? D'après, oui, pardon. Et bien sûr qu'elle est plus proche. La question, c'est est-ce qu'elle est encore à plus de 50 km? Et dans ce cas-là, oui, elle est à plus de 50 km. Donc, j'avance. Je regarde l'aire d'après. Si je vais à 30, est-ce que c'est à plus de 50 km? Non. Donc, je laisse mon P ici. Et je dis que P vaut, dans ce cas-là, du coup, P de 3 vaut 1. Maintenant, j'avance mon P de 3. Je vais en la station, j'avance mon pointeur sur I, je vais à la station numéro 4. Et je regarde mon P courant, est-ce qu'il est plus de 50 km avant? Oui. Du coup, je regarde, est-ce que le suivant est plus de 50 km avant? Le suivant, il est à 30? Non. Il n'est pas à plus de 50 km avant. Donc, je laisse P là où il est, et je dis que le P de 4 vaut 1. J'avance et j'essaye de calculer le P de 5 cette fois. Je regarde, est-ce que le suivant du P courant, il est à 50 km de la station numéro 5? Ben oui, donc du coup je le fais, j'avance. J'avance à la station numéro 2. Est-ce que le suivant, la station numéro 3, il est à moins de 50 km de la station numéro 5? Ah non, donc du coup je reste là. Je reste là et je dis que le P de 5, il vaut 2. Je passe à 6. Est-ce que le suivant de mon P courant est à 50 km avant? Au moins 50 km. Oui, donc je l'avance. Je passe à 60. Est-ce que le suivant de là où j'en suis, du pointeur vert, est-ce que le suivant est à plus de 50 km avant? Ah oui, 70, 120, c'est bon. Donc j'avance. Est-ce que le suivant est à plus de 50 km avant? Non, 90, c'est pas à plus de 50 km avant 120, donc j'avance plus et j'ai trouvé le P de 6 qui vaut 4. Okay. Et comme ça, je continue jusqu'à affecter à tout le monde son P. Est-ce que c'est OK pour vous cette façon de procéder? On peut regarder, si c'est OK, on peut regarder à quoi ça ressemble dans un algo. Donc dans un algo, le pointeur rouge, c'est la boucle pour, d'accord? J'ai initialisé le pointeur vert à 0 au départ, et à chaque fois que j'en suis à I, je vais regarder est-ce que je peux avancer mon P, mon pointeur vert, est-ce que je peux l'avancer de 1 et rester à au moins 50 km avant? Si c'est le cas, je le fais. Si c'est pas le cas, je le fais pas. Et quand je peux plus avancer, ben, je mets
mon pointeur, je mets que mon P de I, c'est le P courant que j'ai trouvé. Okay. Donc la boucle rouge, c'est pour faire avancer le pointeur rouge qui avance de 1 à chaque fois. Et pour chaque position du pointeur rouge, je vais essayer d'avancer le pointeur vert le plus possible. C'est-à-dire tant que le suivant, il est encore à plus de 50 km avant, je vais sur le suivant. Si à un moment donné, ça, c'est plus vérifié, ben je m'arrête. Je fais pas ça. Donc à chaque fois, quand je suis sur le pointeur vert, il est en P. Et en fait, moi, je m'intéresse au suivant, d'accord? Comme je vous ai fait dans l'algo, je m'intéresse à voir est-ce que le suivant du pointeur courant P, il est à plus de 50 km avant. Si oui, j'actualise P, j'avance. Sinon, j'avance pas. C'est pas du O de N, ça, c'est moins bon. Non, on va voir ça. On va calculer la complexité. Ouais, on peut avancer plusieurs fois, mais tu vas voir quand même, Charlie, qu'au final, en tout, on n'avance pas plus de N fois. Alors, allons-y. Calculons la complexité. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on veut trouver les P de I pour la résolution de notre problème. Ça, Jonathan, on va y venir immédiatement dans la deuxième question. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est assez clair pour moi, en tout cas, pourquoi est-ce qu'on fait ça. C'est-à-dire que ça veut dire que si tu places un restaurant sur I, avant, sur les aires précédentes I, tu peux placer des restaurants que sur ceux qui sont avant de P de I. Puisque P de I, c'est le dernier qui est à moins de 50 km avant. Donc en fait, c'est le dernier qui respecte la contrainte qui nous est posée par l'énoncé. Donc nous, on va se servir de ça pour voir que si on place un restaurant sur l'aire numéro I, alors on ne peut placer des restaurants avant que sur ce qui est avant P de I. Okay. Mais c'est la deuxième question, on y revient dans une seconde. Calculons la complexité. Alors, du coup, cette boucle-là, la boucle rouge, elle va s'exécuter exactement n fois. D'accord ? Elle va s'exécuter n fois, elle contient cette instruction-là qui est en temps constant, et elle contient ce machin-là. Ce machin-là, pour l'instant, je ne le compte pas. D'accord ? Donc la boucle rouge, sans compter le temps que à l'intérieur, comme elle s'exécute n fois et qu'elle contient une instruction de temps constant, c'est O de n. Mais j'ai pas compté le temps de ce truc-là. D'accord ? Pourquoi pas compter le temps de ce truc-là? Parce que je vais le compter en tout. Je vais pas le compter à chaque boucle, je vais le compter en tout. Du coup, ce truc-là, c'est un truc qui fait avancer P. D'accord ? Le P, il avance de manière monotone. D'accord ? Il recule jamais. P ne fait que avancer dans l'algorithme. Donc, en tout, ce truc-là, que ce soit dans l'itération numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou numéro ce que vous voulez de la boucle rouge, en tout, si je somme tout ce qui s'est passé dans toutes les itérations de la boucle rouge, ce truc-là, à chaque fois, le P avance de 1. Donc, il ne peut pas avancer plus de n fois. Donc, ça aussi, ça se fait au pire grand O de n fois. Et donc, au final, ma complexité totale, alors celle-là, évidemment, c'est grand O de 1. Au final, ma complexité totale, elle est faite par la somme de ces deux grands O de n, et c'est bien grand O de n. Est-ce que c'est OK pour toi, Charlie? Alors du coup, Charlie, par rapport à ce que tu disais, je pense que toi, ce que tu faisais comme raisonnement, c'était que tu disais la boucle interne, la boucle tant que interne, elle ne peut pas s'exécuter plus de n fois, ce qui est vrai, et elle est contenue dans une boucle qui va s'exécuter plus de n fois, donc on pourrait majorer par n carré. Mais en fait, il y a plus fin, parce que non seulement elle ne peut pas s'exécuter plus de n fois, mais elle ne peut pas s'exécuter plus de n fois en tout, dans les différentes itérations de la boucle rouge. Est-ce que c'est OK pour cette explication Sébastien, qu'est-ce que tu dis? On sait que xi moins xi, pourquoi faire une boucle? Mais là, tu peux pas t'arrêter avec AP plus 1. Si ça se trouve, quand tu avances deux fois, tu vas jusqu'à P plus 2. Sébastien, eh ben, si ça se trouve, AP plus 2, elle vérifie encore la condition d'être à plus de 50 km avant. Donc, tu peux pas savoir exactement combien de fois il faut avancer. C'est pas toujours qu'une fois. Dans l'exemple que j'ai fait, c'était qu'une fois. Mais je sais pas, moi, si je te fais un exemple un peu comme ça, regarde. Regarde ce qui pourrait se passer. Il pourrait se passer qu'on avance plein de fois. Bon, par exemple, je te fais un exemple comme ça. Bon, ils sont à 10, 20, 30, 40, 50.
puis la prochaine, elle est à 150. Donc nous, au départ, là, quand on en est là, avec notre pointeur rouge, 50 km avant, il n'y en a aucune. Donc le pointeur vert, il est toujours à 0. Il est là, le pointeur vert. Quand je passe à l'étape d'après, le pointeur rouge d'après, j'oublie celui-là, et je m'intéresse à faire avancer mon pointeur vert. Mon pointeur vert, il peut avancer une fois, la condition d'être à plus de 50 km est toujours vérifiée, donc je vais voir si c'est vrai pour le suivant, oui c'est vrai aussi, donc j'avance encore, je vais voir si c'est vrai pour le suivant, oui c'est vrai aussi, j'avance encore, je vais voir si c'est vrai pour celui d'après, en fait je vais avancer jusqu'à là. Donc en fait là, je vais avancer 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc tu n'es pas obligé d'avancer qu'une fois, donc tu ne peux pas avoir une formule qui évite la boucle. Je n'ai pas bien compris pourquoi la complexité au pire ne serait pas O de n carré. Alors déjà, si tu veux l'exprimer comme O de n carré, c'est vrai. C'est juste que c'est moins fin comme majoration, mais O de n, bien sûr que c'est aussi grand O de n carré, d'accord? Si c'est plus petit que n, en particulier, c'est plus petit que n carré. Mais là, le raisonnement qu'on a fait, ouais, c'est pas vraiment de la complexité amortie, mais peut-être qu'il y a un truc un peu en commun. C'est de dire qu'en fait, ce qu'il faut, c'est pas compter le temps que prend la boucle interne indépendamment pour chaque itération de la boucle externe. Si tu passes comme ça, en effet, tu n'auras pas mieux comme majoration de dire, ben, au pire, on peut avancer beaucoup de fois, donc au pire, on peut avancer grand taux de n fois dans une itération de la boucle rouge. Mais si tu fais comme ça, tu tombes en effet sur du n carré. Mais en réalité, si tu regardes mieux, si tu comptes pas le pire des cas pour la boucle tant que pour chacune des itérations de la boucle rouge, mais si tu le comptes sur toutes les itérations de la boucle rouge, tu verras en fait que d'une itération à l'autre, de toute façon, le P, il ne recule pas. Il ne fait qu'avancer. D'accord? Quand tu es dans l'itération numéro 2, tu passes à l'itération numéro 3, le P, il n'a pas bougé. Il ne peut que, éventuellement, aller à P plus 1 plusieurs fois, tu ne sais pas combien de fois. Et après, tu passes à l'itération numéro 4 de la boucle rouge, le P, il est resté là où il en était, il peut continuer à avancer. Donc en fait, le P, il recule jamais. Donc s'il fait que avancer, cette instruction-là, elle ne peut pas s'effectuer plus de n fois, puisqu'il est parti à 0 et il ne peut pas aller plus loin que n. D'accord? Donc au total, plus de n fois, au total, sur toutes les itérations sur l'ensemble des itérations de la boucle rouge. Sur l'ensemble des itères de la boucle pour. Ok sur ça? Ok, super. Ça marche. Donc du coup, on est capable de calculer le tableau P. Donc alors maintenant, passons direct à la deuxième question, du coup, sans faire de suspense. Elle est écrite où cette question? Elle est écrite là. Si on décide de placer un restaurant sur l'aire I, sur quelle aire J avant I, c'est-à-dire J strictement inférieur à I, peut-on éventuellement placer un autre restaurant? Ben, précisément sur toutes les aires J avec J inférieur ou égal à P de I. Puisque P de I, c'est la plus à droite qui respecte la contrainte des 50 km. Donc, toutes celles qui restent, si je place quelque chose sur le restaurant, sur l'aire I, alors je peux la placer sur toutes les aires qui sont, en placer un autre sur toutes les aires qui sont avant P de I. C'est elles les prétendantes à recevoir un autre restaurant si avant, parmi les aires qui sont avant I, les prétendantes à recevoir un autre restaurant en respectant la contrainte des 50 km par rapport à I, c'est toutes les aires J, telles que J est inférieur à P de I. Est-ce qu'il y a un problème de vérifier que le pointeur déborde du tableau? Mais je pense pas parce que en fait pourquoi tu peux pas? Parce que ce test là, Anna, il va toujours être faux lorsque P plus 1 vaut I. Donc au pire, tu peux aller jusqu'à P qui vaut I moins 1. Mais lorsque P plus 1 vaut I, il va être faux, donc tu vas pas avancer. Donc en fait, tu vas pas déborder du tableau parce que tu vas jamais dépasser I, et I, lui, il ira pas plus loin que N. D'accord? Donc le P, il va jamais même dépasser I moins 1. Parce que quand tu es avec P qui vaut I moins 1, X de P plus 1, c'est X de I, et X de I moins X de I, ça fait 0, c'est pas plus grand que 50, donc tu fais pas P reçoit P plus 1.
Donc il n'y a pas de souci de débordement qui ne serait pas bien géré. Ok, donc voilà. Donc la raison pour laquelle on s'intéresse à cette quantité P de I, elle n'est peut-être pas encore absolument limpide, mais au moins vous devez voir que P de I vous définit précisément l'ensemble des restaurants qui sont avant P de I. C'est là où vous pouvez passer les aires qui sont avant P de I. C'est là où vous pouvez placer un restaurant si vous allez placer un restaurant sur I. Parmi les aires qui sont avant I. Après, sur ce qui se passe après I, c'est autre chose. Mais nous, on va progresser comme ça depuis 0 vers en avançant dans la section autoroutière. Et du coup, à chaque fois, on va s'intéresser à calculer des solutions optimales sur ce qui précède. Et on va faire ça petit à petit jusqu'à arriver à la fin. Et à la fin, on aura la solution optimale sur tout. Donc voilà pourquoi on s'intéresse surtout à ce qui précède l'aire I et pas à ce qu'il y a après l'aire I. Ok, si vous êtes d'accord sur ça, on peut passer à la question C. Qu'est-ce qu'on nous demande dans la question C? On nous dit, on prend une solution SJ étoile de revenu maximum pour le sous-problème resto de J. Ah oui, alors j'ai raté l'introduction, elle était là, l'introduction. Donc maintenant, on s'intéresse justement, alors c'est ça, c'est exactement ce que je viens de dire en fait. On s'intéresse au sous-problème resto de J dans lequel on ne place des restaurants que sur les aires qui sont avant J, que sur les aires I, avec I qui appartient à un J. D'accord? Pour un J qu'on a fixé. Donc resto J, c'est le problème restreint à toutes les aires de 1 à J. Et on appelle opt de J le revenu maximal qu'on peut atteindre dans ce sous-problème, c'est-à-dire en se restreignant à ne placer que des restaurants sur les aires de 1 à J. On prend par convention opt de 0 égale 0, ça, avec l'idée que si je veux placer que des restaurants sur les aires avant 0, comme il n'y a pas d'air en 0 ni avant, ben le revenu optimum c'est 0. Okay, ça sera pratique d'avoir ça, mais ça c'est pas un truc important. La question qu'on se pose maintenant, c'est si j'ai une solution de revenu maximum pour le sous J, ça veut dire en ne plaçant que des restaurants sur les aires de 1 à J, maximum, et que je sais que J n'appartient pas à cette solution maximum. C'est-à-dire la solution maximum, elle n'a pas placé de restaurant sur le restaurant numéro J. Est-ce que vous pouvez me donner le revenu de cette solution maximum en fonction des revenus optimaux pour les J' strictement inférieurs à J? Le truc clé là-dedans à ne pas manquer, c'est la solution optimum, elle n'a pas pris J. D'accord? Donc c'est, je descends un petit peu peut-être. Je vais le faire là. Donc la solution optimum, elle n'a pas pris J. D'accord? Donc nous, on s'intéresse aux placements qui vont sur les aires de 1 à J. Et on sait que la solution optimum n'a pas choisi de placer en J. Alors, est-ce que vous pouvez m'exprimer le revenu de cette solution optimum en fonction des opt de J' pour tous les J' qui sont avant? Enfin, vous avez le droit de vous servir de tous les J' qui sont avant. Peut-être qu'il ne faut pas se servir de tous. Je vous laisse 2 minutes pour trouver une expression. Très simple. Hein.
Ok, je fais pas plus de suspense sur cette question. C'est assez simple de trouver une expression. L'expression, c'est simplement ça. Le revenu là de ma solution optimum, je vais changer de couleur. Le revenu de ma solution optimum, c'est exactement l'optimum sur J-1. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je sais que ma solution optimum, elle n'a pas choisi de placer un restaurant sur J, d'accord? Il n'y a pas de restaurant sur J. C'est quoi le mieux que je puisse faire en plaçant des restaurants de 1 à J si j'ai pas placé de restaurant sur J? C'est le mieux que je puisse faire en plaçant des restaurants sur les aires de 1 à J-1. D'accord? Donc voilà pourquoi, dans ce cas-là, l'optimum jusqu'à J, si on a choisi de ne pas prendre J dans la solution optimum, c'est exactement l'optimum jusqu'à J-1. Ok? C'est bon pour vous? Ok, super. Maintenant, on regarde la même chose, mais dans le cas qui reste, c'est-à-dire le cas où, au contraire, la solution optimum SJ étoile, elle a choisi J. D'accord? Donc maintenant, on s'intéresse à j'ai pris J. D'accord? Je voudrais l'effacer. Je vais faire un truc un peu pas bon. Donc maintenant, je viens sur le cas, bon, je vais refaire un dessin. Je viens sur le cas où, justement, à l'inverse, ma solution optimum jusqu'à J, je sais qu'elle a sélectionné J. D'accord? Et je me pose la question encore, c'est quoi, comment est-ce que je peux exprimer, du coup, dans ce cas-là, l'optimum de J en fonction de tous les optimums qui précèdent. Alors là, je vous aide un petit peu, ça fait intervenir P de J, pardon. Pourquoi? Parce que si j'ai placé un restaurant sur J, je ne peux pas en placer un avant P de J. Donc si par exemple P de J est là, je sais que le reste des restaurants de ma solution, ils sont compris là-dedans. Allez, je vous laisse 2 minutes pour trouver l'expression. Alors, il y a de l'idée, David, ça ressemble à ça, mais tu as mis resto de J-1, tu n'es pas sûr que tu peux aller jusqu'au resto J-1, puisque si le J-1, il est à moins de 50 km du resto J, tu n'as pas le droit de t'en servir. Donc, si tu demandes l'optimum à resto J-1, peut-être lui, il va vouloir te placer un truc sur le restaurant J-1 alors que tu n'as pas le droit. Ouais, j'ai compris que tu voulais dire opt de J-1, mais ce que je viens de dire reste vrai. Tu peux pas dire ok, je vais prendre une solution optimum jusqu'à J-1 parce que cette solution optimum, tu la contrôles pas. Si ça se trouve, elle utilise le restaurant J-1. Mais le restaurant J-1, qu'est-ce qui te dit qu'il est à 50 km du restaurant J? Tu n'as peut-être pas le droit de l'utiliser par rapport à ça. Ok, bon. Mais là, Juliane, là, je suis d'accord. C'est exactement ça, l'expression. Donc du coup, on va pas attendre les 2 minutes. On va donner la solution de suite qu'ont trouvé vos camarades. Du coup, voilà, si je sais que j'ai déjà, donc si je sais que ma solution optimale sur tous les restos jusqu'à J, elle a choisi d'utiliser J. Elle n'a pas le droit, cette solution optimale, d'utiliser d'autres restaurants que ceux qui sont avant P de J. Donc, c'est que cette solution optimale, elle est égale à la valeur du revenu là pour le restaurant numéro J que j'ai pris dans la solution, plus le mieux que je puisse faire avec les restaurants qui sont avant P de J. Donc, l'optimum sur P de J. Ok? Je refais le raisonnement un peu détaillé encore une fois. Si je sais que l'optimum des placements sur tous les restos de 1 à J m'a sélectionné l'aire numéro J.
alors je sais que j'ai J dans cette solution optimum. Et je sais du coup que le reste de cette solution optimum n'a le droit que d'utiliser des restaurants qui sont sur les aires avant P de J, puisque par définition, P de J, c'est toutes les aires qui sont admissibles si j'ai placé un restaurant sur l'aire J. C'est toutes les aires qui sont avant J à au moins 50 km de J. Donc, ma solution optimum qui contient J, elle est forcément faite de J et d'une solution optimum sur tous les restos avant P de J. Parce que si j'avais pas pris une solution optimum sur tous les restos avant P de J, mais en prenant une solution optimum, elle satisferait toutes les contraintes puisque tout le monde serait à plus de 50 km de J et elle serait de revenus plus grands. Donc évidemment que si j'ai l'optimum jusqu'à J et qu'il contient J, alors il doit me fournir une solution optimum jusqu'à P de J. Et c'est comme ça qu'elle est faite ma solution, en prenant J plus l'optimum jusqu'à P de J. Est-ce que vous êtes OK avec ça? OK. Bon, alors on peut continuer. Donc là, jusqu'à maintenant, on a obtenu deux expressions. On a obtenu que dans le cas où J, on a obtenu que dans le cas où J appartient à S de J, on a opt de J égale RJ plus opt de P de J. Et dans le cas où J n'appartient pas à SJ, on a ce truc-là, mais je vais l'écrire en opt. On a opt de J égale opt de J-1. OK. Ben, la question d'après, c'est compiler tout ça. Est-ce que vous pouvez donner une formule de récurrence dans le cas général, sans distinguer, sans discuter est-ce que J appartient à opt de J ou n'appartient pas à opt de J? Est-ce que vous pouvez donner en toute généralité une formule de récurrence qui exprime opt de J en fonction des opt de J' avec J' strictement inférieur à J? C'est juste compiler les deux expressions qu'on a dans le cas où J n'est pas sélectionné dans la solution optimale et dans le cas où J est sélectionné dans la solution optimale. Je vous laisse encore 2 minutes pour ça. C'est très simple. Mais je vous laisse 2 minutes pour y réfléchir parce que c'est pas parce que c'est simple que la solution va vous sauter dessus toute seule. Donc je vous laisse 2 minutes pour arranger votre tête et voir ce que ça donne. Ok, on discute ensemble de la solution pour avancer sur le suite. Ça, c'est juste une compilation des deux questions d'avant. Ce qu'il faut avoir bien compris, c'est que ce qu'on a fait, alors j'ai pas trop de place pour écrire là, c'est pas trop pratique. Est-ce que je me paye le luxe de faire une nouvelle page? Allez, je fais une nouvelle page. Ok, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a montré que pour les solutions, si J
si J n'est pas dans notre solution, le meilleur qu'on puisse faire, donc c'est dans SJ étoile, le meilleur qu'on puisse faire pour SJ étoile, c'est le meilleur qu'on puisse faire pour J-1. Et si J est dans notre solution, le mieux qu'on puisse faire, on a dit, c'est R de J plus opt de P de J. Ok. Donc du coup, le mieux que je puisse faire de manière en toute généralité, c'est le mieux entre le mieux que je peux faire sans J et le mieux que je peux faire avec J. Donc c'est le mieux que je peux faire entre ces deux trucs-là. C'est le max entre la meilleure solution que je peux faire en J, c'est opt de J-1, et la meilleure solution que je peux faire qui contient J, c'est RJ plus opt de P de J, d'après ce qu'on a dit juste avant. Ok? Donc voilà, c'est juste ça que demande la question E, c'est que ici, vous avez exactement ce que je viens de vous écrire, opt. Voilà. Donc ça, en fait, c'est obtenu juste par une disjonction de cas. Ça, c'est le meilleur des solutions qui ne contiennent pas J, et ça, là, c'est le meilleur des solutions qui contiennent J. On prend le meilleur entre les deux, ben c'est le meilleur tout court. Ok pour ça? Ouais, on est bon, on passe à la suite? Ouais, ça roule. Alors la suite, qu'est-ce que c'est? La suite, c'est faire un algo qui calcule ça. L'algo, la complexité va être ordonnée. En fait, vous allez voir, je vais enlever un truc dans la question. Dans un premier temps, on va s'intéresser de calculer uniquement opt, le revenu escompté maximum. On va oublier pour un temps de calculer le placement correspondant des restaurants. Je ne veux pas savoir le placement, je veux juste savoir le revenu maximum que je peux avoir, mais je ne veux pas de solution correspondante. Si je veux juste savoir ça, je prétends que l'algorithme, il est direct. C'est juste faire une boucle qui applique cette formule. Alors, je vous laisse l'écrire. Comment est-ce que je calcule opt si je veux juste connaître opt? Alors, il faut avoir remarqué une chose, c'est que là, dans notre histoire du problème resto de J, qu'on a restreint aux aires de 1 à J, c'est une restriction du problème. Moi, à la fin, l'optimum qui m'intéresse, c'est l'optimum pas restreint. Et pas restreint, c'est quoi? Ça revient exactement à prendre J égale quoi? Si moi je veux la solution générale au problème, je veux considérer toutes les aires d'autoroute possibles. Quand j'ai le problème restreint resto de J, je m'intéresse qu'aux aires de 1 à J. Donc si je les veux toutes, j'ai qu'à prendre. Ben oui, c'est ça, Sébastien. J égale N. Okay. Donc c'est pour ça que nos problèmes restreints qu'on a définis, je les calcule petit à petit pour J vaut 1, 2, 3, 4, etc. Quand j'arrive à J égale N, en fait, c'est exactement le problème général sans contrainte, sans contrainte additionnelle. D'accord. Du coup, c'est ça qui nous intéresse, c'est de calculer tous les opts de 1, 2, 3, etc. jusqu'à opt de n. Quand vous avez opt de n, en fait, c'est exactement le opt général pour le problème. Donc, est-ce que vous pouvez faire un algo qui, grâce à cette formule de récursion qu'on vient de donner pour les opts, va me calculer tous les opts jusqu'à de 1 à n. Je vous laisse 3 minutes pour écrire l'algo. Il est simplissime, mais ça a le mérite de s'écrire quand même.
Ok, je veux un peu de temps pour discuter avec vous de la fin, donc on peut regarder ce que ça donne directement. J'espère que vous avez réussi à l'écrire par vous-même, mais vous allez voir, c'est très très simple. C'est l'algo qui est écrit en bleu à droite là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, oubliez celui-là pour l'instant. L'algo qui est écrit en bleu à droite, il calcule le opt pour tous les J. Il calcule opt de J pour tous les J en appliquant la formule de récurrence. Donc, vous voyez qu'il est bête à mourir. On commence par opt de 0 vaut 0. Ça, c'est la convention qu'on a adoptée. Et en fait, vous pouvez vérifier que lorsque J vaut 1, avec cette convention, la formule, elle reste valide. C'est-à-dire que là, vous avez opt de 0 qui vaut 0, et là, vous retrouvez avec R de 1 plus opt de P de J. P de J, il vaut 0 par convention aussi, donc ça vous fait encore opt de 0, ça fait 0. Donc en fait, ici, vous retrouvez à calculer le max entre 0 et R de J, R de 1, lorsque J vaut 1, et ça vous fait R de 1. Et ça, c'est vrai que c'est l'optimum pour 1. D'accord? Donc la formule, il y a quand même une petite chose à vérifier, c'est on n'a pas fait avant, hein, c'est qu'elle est valide encore même pour lorsque J vaut 1. Et vous pouvez voir qu'en fait, elle est valide lorsque J vaut 1 si on a adopté à la fois la convention opt de 0 vaut 0 et P de 0 vaut et vaut 0 lorsqu'il n'y a pas de station à moins de 50 km avant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On applique cette formule. C'est tout. Pour J de 1 à N, on fait opt de J reçoit la formule. Point. La formule, c'est quoi? Évidemment que ça se calcule en temps constant, vu qu'on a déjà calculé et stocké dans un tableau opt. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on construit, on est d'accord, hein, on construit un tableau opt. Donc, vu qu'on a déjà calculé avant tous les trucs, là, les opt de J-1, les opt de PJ, on a déjà calculé P aussi, donc on sait ce que vaut PJ, on a accès en temps constant. On a accès en temps constant à P de J, on a accès en temps constant à tous les opt des J P de J, bien sûr, il est inférieur à J, strictement. Donc tout ça, R de J, on a assez à temps constant. Donc en fait, toute cette formule-là, elle se calcule en temps constant. Okay. O de 1. Et moi, je le fais n fois. Donc au final, je me retrouve avec un truc en O de n. Et à la fin, c'est juste retourner l'optimum de n. Okay. Donc voilà, l'algo qui calcule la formule pour avoir l'opt, il est trivial et il fait 3 lignes. Et c'est juste appliquer la formule de façon récurrente pour tous les J. De façon itérative pour tous les J. Ok, maintenant, plus intéressant. Plus intéressant, et c'est sur ça que je vais vous laisser plus de temps de réflexion. Plus intéressant, c'est, je remets cette truc-là. Parce que là, ok, on a trouvé l'optimum, la valeur de l'optimum, mais moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est qu'à la fin, je veux les mettre, mes restaurants sur l'autoroute. Donc, je voudrais une solution, savoir connaître un placement qui réalise cet optimum dont on a calculé la valeur. Donc maintenant, si je veux le placement des restaurants correspondants, comment je fais? Mais il y a une solution simple, ça serait pour chaque J, on a calculé opt de J, on pourrait aussi calculer la liste des aires sur lesquelles il faut placer les restaurants pour réaliser opt de J. Bon, en gros, c'est ce qu'on veut faire. Sauf que j'ai pas envie vraiment de faire comme ça, parce que si je fais comme ça, j'ai peur que ma complexité devienne O de n carré. J'aimerais, ce qui est bien déjà, hein, pour un problème dans l'algo brute force et en 2 exposant n, si on le résout en n carré, on sera déjà content. Mais là, j'ai quand même envie, pour la beauté du sport, de garder mon O de n, qui est quand même beaucoup plus efficace que n carré. Alors, je ne pense pas qu'il y ait des autoroutes qui soient assez longues pour que la complexité en n carré pose problème, mais si ce n'était pas des autoroutes, c'était autre chose à la place, ça serait vraiment intéressant de tomber de n carré à n. Et c'est faisable. Alors, du coup, pourquoi est-ce que ça serait n carré? Si je garde la liste pour tous les J, il y a danger que la liste, elle croisse linéairement en fonction de J. Ça veut dire que, grosso modo, je sais pas, moi, par exemple, elle va être la moitié de J pour tous les trucs. Donc, quand vous allez sommer ça pour tous les J de 1 à n, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui a la même grandeur que, à peu près, la somme des entiers de 1 à n. Peut-être la moitié de ça, mais grosso modo, ça va être de cet ordre-là. Et ça, la somme des entiers de 1 à n, ça fait n carré. Donc moi, j'ai pas envie d'aller sur ça. J'ai pas envie de stocker chaque liste indépendamment.
Ce que je voudrais faire plutôt, c'est stocker peut-être juste la différence qu'il y a entre la liste de J plus 1 et la liste de J, quelque chose comme ça dans l'idée. D'accord ? Pour que on n'ait pas une liste entière stockée pour chaque J, mais qu'on ait juste la différence entre deux successives. D'accord ? Un seul élément qui change, ou deux, bon. Donc ça, c'est l'idée, pour rester en O de N. En fait, je vais vous indiquer plus précisément comment faire, et je vais vous laisser trouver la solution pour le faire. En fait, ce qu'on peut faire, moi ce que je prétends, c'est qu'on peut, pour chaque solution optimum, ne garder que, non pas la liste, mais que une seule des villes, c'est pas des villes, c'est des aires d'autoroute, une seule des aires d'autoroute sur lesquelles on place un restaurant. Donc je dis pour la solution opt de J, je peux non pas garder toute la liste des aires sur lesquelles il faut placer des restaurants pour obtenir opt de J, mais seulement une de ces aires. La question c'est laquelle. Donc laquelle, j'attends une réponse et je vous laisserai pas réfléchir. Ouais, exactement. Je vous laisserai pas réfléchir tant que vous n'avez pas la réponse. Là, celle qu'il faut garder, c'est la dernière. Alors tu dis la plus grande, Louis, je pense qu'on pense à la même chose. La dernière, celle qui a le plus grand indice. Voilà, oui, la plus grande, du coup, tu as raison. Donc la plus à droite, d'accord ? Donc pour opt de J, on veut garder uniquement dans une solution optimale qui utilise plusieurs villes inférieures ou égales à J, on ne va retenir que la dernière, la plus à droite de ces villes, celle qui a le plus grand indice. D'accord ? Et moi je prétends que ça c'est suffisant. Donc il y a deux choses à faire. Du coup je vous mets la petite indication ici. Pour J, on calcule opt de J, bien sûr, ça c'est ce qu'on a fait juste avant, et la dernière R utilisée, bon, la dernière ça veut dire celle de plus grand kilométrage, la dernière R utilisée dans une solution qui réalise opt de J. La dernière égale plus grand indice. Ok. Donc maintenant, je veux non seulement qu'on calcule opt de J, mais aussi le plus grand indice dans une solution qui réalise opt de J. Donc il y a deux questions. D'abord, comment calculer ça? Donc il faut rajouter ça dans l'algorithme, le calculer ça. Et après, deuxième question, c'est avec ça, à la fin, avec ça, comment avoir toutes les aires utilisées dans opt-n, c'est-à-dire dans une solution qui réalise opt-n, qui est nous l'optimum qui nous intéresse. Donc nous, on n'en aura retenu qu'une pour opt-n, mais on en aura aussi retenu une pour n-1, une pour n-2, une pour tous les j. Et la question, c'est avec toutes ces aires qu'on a retenues pour tous les j, est-ce que vous pouvez me reconstruire l'ensemble des aires qui réalisent une solution qui réalise l'optimum opt-n. Ok, donc deux questions. D'abord, comment calculer, petit 1, comment calculer ce truc-là dans l'algorithme, il faut l'intégrer dans l'algorithme. Ça, c'est pas trop dur. Et deuxième, ça c'est un peu plus dur. Il faut ensuite, une fois qu'on a fini l'algo, qu'on a calculé ces deux trucs-là, il faut recalculer un truc pour cracher la liste des aires utilisées dans la solution optimale. Okay. Donc je vous laisse un petit moment, 5 minutes pour 5 minutes pour actualiser l'algo pour qu'il calcule ce truc-là. Alors Anna, tu demandes est-ce que je peux faire un exemple pour le calcul de opt-j? Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais ça va être un peu pas évident parce que j'ai pas préparé d'exemple. Le calcul de opt-j, donc ce serait juste de
J'ai peur que si j'essaye de préparer un exemple, il soit nul, puis qu'on n'ait pas beaucoup de temps pour en trouver un bon. Écoute, je réfléchis 2 secondes pour en trouver un, et je vais regarder si sur l'exemple que je vous ai donné, ça donne quelque chose d'intéressant. Et si c'est le cas, on pourra dérouler un exemple. Ouais, ok, on pourra faire un exemple, mais après le TD, alors, parce que ça va prendre trop de temps sinon, et j'aurai pas le temps de finir les explications. Donc, on pourra faire un exemple de calcul de opt de J après la séance. Je vous laisse encore 2 minutes donc pour réfléchir à comment retenir la dernière ville dans une solution, la dernière R dans une solution. Ok, je vous montre une solution, et on finira avec ça, parce que sinon on n'aura pas le temps d'aller plus loin. Du coup, la question, elle est où la question? Ah oui, donc c'était donc d'actualiser l'algorithme qu'on avait fait là, le petit algorithme en bleu, il est où? Il est là. Le petit algorithme en bleu, je voudrais retenir en plus l'information donc de la dernière ville participant à une solution. Alors il se trouve que la dernière ville, moi je l'ai appelée Prem, avec l'idée que c'était la première ville juste avant J. D'accord. Du coup, voilà, donc c'est ça. Donc là, l'algorithme en bleu,
C'est exactement ça. Donc là, cette fois, je passe en rouge ici. C'est exactement ça. Ok. Ça, c'est ça. Okay. J'ai juste splitté le calcul du max en une disjonction de cas. D'accord. Si opt de J-1, là, la première opérande du max, elle est plus grande, alors je dis opt de J, c'est opt de J-1. Sinon, si elle n'est pas plus grande, alors je dis opt de J, c'est la deuxième opérande. R de J plus opt de P de J. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que maintenant qu'on veut gérer ces histoires de retenir la dernière ville qui participe à la solution, la chose à faire n'est pas la même dans les deux cas, selon qu'on est dans le cas opt de J-1 ou dans le cas R de J plus opt de P de J. Alors allons-y, regardons ça calmement. Dans le cas où j'ai décidé où je me suis aperçu que le mieux en fait, c'était de ne pas prendre J. Ça c'est le premier cas. Le premier cas, c'est quand l'opt de J-1, il est mieux que la solution qui prend J. Donc dans ce cas-là, je dis l'optimum pour J, c'est l'optimum de J-1. Et du coup, c'est quoi la dernière ville qui participe à la solution de J? Ben, c'est exactement la même que la dernière ville qui participe à la solution de J-1. Puisque moi, ma solution optimum pour J, c'est justement la solution optimum pour J-1. Donc dans ce cas-là, très simple, prum de J reçoit prum de J-1. C'est pas très heureux parce que j'ai appelé prum et là je vous en ai parlé en vous disant c'est la dernière, mais bon. Deuxième cas, si je décide qu'au contraire, le mieux c'est de prendre J, d'accord? Le mieux c'est de prendre J dans la solution. Donc ça veut dire je décide que l'optimum c'est pour la solution J, je m'aperçois que c'est de prendre J et d'avoir l'optimum pour P de J. Mais dans ce cas-là, c'est quoi la dernière ville que j'ai dans ma solution? Ben, c'est précisément J, puisque je viens de décider de mettre J dans la solution opt de J. Donc dans ce cas-là, prum de J reçoit J. Okay. Donc le calcul de cette dernière ville participant à la solution, il est très simple. Quand je sors de là, comme avant, mon opt que je veux retourner, c'est opt pour n. Et maintenant, on se retrouve avec la partie la plus intéressante. C'est comment, avec cette information partielle que j'ai retenue, la dernière ville participant à la solution, comment est-ce que je reconstruis entièrement ma solution optimale? Alors, on peut s'y prendre comme ça. D'abord, je vais commencer par initialiser la liste. Donc S, c'est la liste que je veux construire, d'accord? C'est la liste c'est l'ensemble des aires qui participent à une solution optimale. Il y en a une que je suis sûr de mettre dedans, c'est prum de n. C'est-à-dire ça, c'est la dernière ville participant à la solution optimale pour n. Donc elle, c'est sûr que je la mets dedans. Donc je commence à construire la liste. Au début, la liste, j'ai noté entre parenthèses, elle est initialisée avec K qui vaut la dernière, le prum de n. D'accord. Et maintenant, je veux trouver ceux d'avant. Okay. Donc moi, je sais que la solution. Alors, où est-ce que je peux dessiner ça? Moi, je sais que la solution jusqu'à n, la meilleure solution en tout, d'accord, donc pour i qui va de 1 à n, je sais que la dernière ville qu'elle utilise, par exemple, c'est celle-là. Ça, c'est prum de n. La dernière ville qu'elle utilise, c'est celle-là. Et celle d'avant, celle-là, c'est quoi? C'est quoi celle d'avant, celle-là? Eh bien, si la dernière ville qui... Donc, la dernière ville qui est utilisée, c'est ça. Ça veut dire en fait que l'optimum pour n, c'est l'optimum restreint à toutes ces villes-là. C'est le opt de J pour J qui vaut justement prum de n. D'accord? Donc du coup, moi comme celle-là, elle est prise dedans, ça veut dire qu'elle a été calculée. Comment? Ben, celle-là, son optimum, c'était de prendre la ville J, donc ça c'était l'optimum, il prenait la ville J, et le reste, c'était l'optimum sur les villes qui étaient avant P de J, d'accord? Donc là, je fais J égale prum de n. Donc, si elle a été construite en prenant cette ville-là, c'est qu'elle a été construite en prenant aussi l'optimum. Le reste, c'est l'optimum sur P de J. D'accord? Et du coup, moi, qu'est-ce que je veux savoir? Ben, je veux savoir c'est quoi la première ville qui est utilisée dans
dans la solution optimale pour P de J. Donc la première, encore une fois, désolé, c'est ce qu'on a appelé la dernière juste avant. Moi, je demande c'est quoi la dernière sur l'optimum de P de J. Voilà. Donc la suivante, c'est ça. La suivante prétendante, je change mon cas en c'est le prum de P de K. Et voilà. Et donc là, ça me donne une autre ville, qui est par exemple celle-là. Et je vais faire pareil. Au coup d'après, je vais dire, je vais demander c'est quoi celle-là, si elle a été prise, la ville, c'est qu'elle a été prise, la solution optimale a été construite en prenant cette ville et en prenant l'optimum avant P de cette ville, d'accord? Si celle-là, je l'appelle K, en prenant l'optimum sur P de K. Et du coup, je refais K reçoit prum P de K et j'enfile ça dans mon ensemble S. Voilà. Donc voilà comment, un peu compliqué peut-être, pas très clair l'explication non plus. Est-ce que quand même vous avez compris quelque chose de ça? Est-ce qu'on a fini? Ouais, on a fini l'exercice. Peut-être je peux reprendre l'explication si vous avez besoin. Ok, je reprends l'explication avec nouveau dessin alors. Ok. Donc si j'ai bien compris, aller de ville en ville, de la fin du tableau au début, oui, c'est ça, jusqu'à tomber sur les cases qui sont sur une ville et les enregistrer en tant que ville pour l'optimum. Oui, alors la fin de ta phrase, je suis pas sûr d'avoir compris exactement ce que tu voulais dire, mais je vais redétailler et ça va devenir peut-être un peu plus clair. Donc moi, ce que je veux, c'est d'abord trouver une ville, la dernière ville qui appartient à la solution. Donc la dernière ville, c'est clair, c'est la ville K égale prum de n. Ok. Donc, mettons que prum de n, justement, c'est ça. Okay. Donc, moi, j'en suis à k égale ça. Je le mets dans ma solution. Okay. Ça, je le prends dans ma solution. Bon. Maintenant, je me dis, c'est quoi celle d'avant? Mais celle d'avant, si ça a été pris, si c'est la dernière prise dans la solution, ça veut dire que moi, ma solution optimum sur n, c'est la solution optimum sur tout le début jusqu'à la dernière qui a été prise. D'accord? Et la solution optimum de 1 à k, si elle contient la ville k, c'est que dans mon algo, elle a été construite en prenant la ville k et l'optimum sur p de k. Donc je regarde où est p de k, mettons que p de k est là. Moi, je sais que cette solution optimum, elle a été construite en prenant k et l'optimum sur p de k. D'accord? Du coup, je me dis, c'est quoi la ville, là, la dernière ville qui est là-dedans? Sur la solution optimum entre 1 et P de K. Ben, par définition, c'est prum de P de K. D'accord? Donc moi, je vais m'intéresser à savoir où est prum de P de K. Prum de P de K, mettons que il est là. Okay? Donc c'est pour ça que dans l'algo, je fais K prum de P de K. Parce qu'en fait, ça, c'est la suivante. Donc le seul truc qu'il faut avoir compris, c'est que si vous me donnez la dernière ville K d'une solution, la ville précédente, en fait, c'est prum de P de K. C'est tout. C'est ça, en fait, c'est ça qu'il faut avoir compris. Il n'y a rien d'autre. Une fois que vous avez ça, on recommence avec celle-là. Parce que ici, cette ville-là, elle a été prise parce que c'est la solution optimum sur ça. Ok. Et du coup, là, je me retrouve dans la même situation qu'avant. Je fais K égale prum de P de K et je recommence avec K qui vaut cette ville. C'est quoi la précédente? C'est prum de P de K. Et je refais K reçoit prum de P de K. C'est ça qu'on fait dans l'algo. Bon, tant que P de K est strictement positif, je fais K reçoit prum de P de K et je mets K dans la solution. Donc, tant que P de K ne vaut pas 0, tant que c'est vraiment une ville, c'est la ville suivante dans ma solution. Donc, ce qu'il faut avoir compris, c'est que si on a une solution optimum sur un K qui utilise
la dernière ville K, alors la ville d'avant, c'est prum de P de K. D'accord? Pourquoi? Parce que si K est utilisé dans la solution optimum de 1 à K, solution optimum de K, alors à ce moment-là, la solution optimum de K, elle a été faite en prenant la ville K plus l'optimum sur P de K. C'était ça notre formule de récurrence, d'accord? Plus l'optimum sur P de K. Et du coup, la dernière utilisée entre 1 et P de K, pour faire l'optimum sur P de K, ben c'est ce qu'on a stocké dans prum de P de K. Puisque pour chaque ville, j'ai stocké dans prum, pour chaque R, j'ai stocké dans prum de l'air la dernière qui était utilisée. Donc la dernière qui est utilisée entre 1 et opt et P de K, pardon, c'est prum de P de K. Voilà. Ça qu'il faut avoir compris, c'est qu'en fait la formule pour passer à celle d'avant, si vous me donnez K, c'est prum de P de K. Et l'algo il fait ça itérativement. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, mais tant mieux, parce que on arrive à la fin du temps du TD, donc c'est bien, on a fini l'exercice 1. On fera peut-être l'exercice 2, mais peut-être pas. Peut-être on passera à une feuille suivante, je ne sais pas encore. Donc vous pouvez le regarder par vous-même, l'exercice 2. L'exercice 2, c'est sur le problème du sac à dos qu'on traite en cours et on utilisera comme boîte noire le résultat de l'exercice 2. Donc c'est pas grave si vous le faites pas, on l'utilisera comme une boîte noire, on utilisera le résultat sans savoir comment il est obtenu, mais si vous le faites, ben, vous aurez une idée plus précise de comment est-ce qu'on arrive à ce résultat. Et moi dans le cours, j'utiliserai le résultat de l'exercice 2 pour faire un algo d'approximation sur le problème du sac à dos, qui est un problème fondamental aussi de l'optimisation combinatoire. Donc je vous propose qu'on lève la séance ici, sauf si vous avez d'autres questions, et je peux faire, si tu veux, toujours Anna, je peux faire un exemple de calcul de l'optimum. Ok, ça marche. Alors je le fais, du coup je garde l'enregistrement comme ça. Vous pourrez tous accéder à cet exemple si vous avez envie d'en avoir un. Alors je vais le faire sur le premier truc, voilà, mais c'était là. Je vais le faire sur ça. Donc prenons un exemple de comment calculer avec la formule de récurrence là. Donc vous vous rappelez, on va peut-être la réécrire quelque part. La formule de récurrence, elle doit dire quelque chose comme l'opt de J, c'est le max entre l'opt de J-1 et les solutions où je sélectionne J, c'est-à-dire RJ plus opt de P de J. Ok, donc c'est ça ma formule. Comment est-ce que ça se traduit ça concrètement sur un exemple? Ben, faisons l'exemple du calcul de opt de 5. Okay, donc moi je voudrais calculer opt de 5, je vais enlever ces trucs-là. Je voudrais calculer opt de 5. J'en suis là. Alors, pour calculer opt de 5, du coup, je vais suivre la formule. D'accord? Elle me dit deux choses, la formule. Elle me dit, soit on prend 5 dans la solution, c'est la deuxième partie, R de J plus opt de PJ, soit on ne prend pas 5 dans la solution. Donc, je commence par le cas qui prend 5 dans la solution. Donc, le cas qui prend 5 dans la solution, je place un restaurant ici. Okay, je place un restaurant ici et je me dis sur quoi je peux placer avant. Ce que me dit la formule de récurrence, c'est qu'il faut prendre le placement optimum jusqu'à P de J. Alors, P de 5, il valait quoi? P de 5, c'est 2. En effet, 2, c'est la dernière qui est à au moins 50 km avant. Donc moi, ce que je me retrouve à calculer, c'est calculer le opt de 2. C'est le opt de 2, parce que P de J, P de 5 vaut 2. D'accord, je vais peut-être faire ça. Ici, P de 5 égale 2. Donc la deuxième partie, ça vaut R de 5 plus opt de P de 5 qui vaut 2.
Donc R de 5, je le connais directement dans le tableau, c'est 11. Et la question que je me pose, c'est opt de 2. Alors, c'est quoi le placement optimum? Alors, ça, normalement, dans l'algo, on l'a déjà calculé avant. Hein. Donc là, on est obligé, pour l'exemple, de le refaire, nous, à la main. Mais c'est quoi l'optimum sur le placement sur les deux premières? Ben, clairement, sur les deux premières, comme elles ne sont pas 50 km l'une de l'autre, je peux en choisir qu'une. Donc, je vais choisir celle qui a le plus fort revenu, c'est l'air numéro 2. D'accord? Donc, opt de 2. Là, c'est facile à trouver que c'est 5. Donc, ce truc-là, là, revenu de 5 plus opt de 2, ça me fait revenu de 5, on a dit c'est 11, plus opt de 2, c'est 5, ça me fait 16. Okay. Donc, ça, c'est la valeur de ça. C'est le meilleur placement que je peux faire si je décide de prendre 5 dans la solution optimale. Okay. Maintenant, si je décide, donc calculons maintenant la première partie. Si je décide de ne pas prendre 5 dans la solution optimale, okay, je ne prends pas 5, je ne mettrai pas de restaurant ici. Du coup, qu'est-ce que j'ai comme choix? Ben, j'ai le choix de mettre des restaurants où je veux sur ce qui précède. Donc la question, c'est qu'est-ce que c'est? Maintenant, ce qui m'intéresse, ce serait calculer opt de 4. Alors, dans l'algo, il est déjà calculé quand on arrive à cet endroit-là, mais là, on peut essayer de le recalculer à la main. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Si je prends dans opt de 4, si je prends 70, si je prends 70, je ne vais pas pouvoir prendre ni 60 ni 30. Je vais pouvoir prendre 10. Donc, dans le cas où je prends 70, la solution optimale, c'est je prends le 1 qui me fait 4 de revenus et je prends le 4 qui m'en fait 3. Ça me fait 7. Je le marque ici. Si je sélectionne le 4 dans ma solution, ça me fait un coût de 7. Si je ne sélectionne pas le 4, ça me fait un revenu de combien? Donc je décide de ne pas prendre le 4 là dans le calcul de opt de 4 et je vais me retrouver à faire un placement optimal avec les trois premiers. Ben là, c'est assez facile. Soit je prends le 2, soit je ne le prends pas. Si je prends le 2, je ne peux rien prendre d'autre, parce que le 2, il est à moins de 50 km d'autre, de 1 et 3. Donc, soit je prends que le 2 et je me retrouve avec un revenu de 5, soit je peux prendre 1 et 3, parce que si je ne prends pas 2, je peux prendre 1 et 3, parce qu'ils sont à 50 km l'un de l'autre. Et 1 et 3, ils me font un revenu de 4 et 8, 12, donc c'est mieux que 5. Donc, l'optimum, si je ne prends pas 4, c'est 12. Donc là, je triche un peu quelque part, je ne fais pas l'exemple complètement, d'accord? Je le fais que sur 5, l'exemple comme il faut. Donc, au final, on vient de calculer que l'opt de J-1, c'était 12. Si la solution qui prend 4, elle peut faire au mieux 7. La solution qui ne prend pas 4, elle peut faire au mieux 12. Donc, le mieux que je puisse faire, c'est 12. Et maintenant, je me retrouve avec mon max à calculer. C'est quoi le max entre 12 et 16? C'est 16. Et du coup, je viens de déterminer que, OK, opt de 5, c'est 16. J'ai pris le max entre prendre 5 et ne pas prendre 5. Voilà. Et ils sont tous calculés comme ça. Est-ce que ça aide, Anna? Est-ce que c'est OK pour toi? Oui, OK, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, les autres? Non? OK, ben super. Oui, alors si, Nour, tu as une question. Entre P de J et Prum. Ok, ça je peux réexpliquer la différence entre P de J et Prum. Ok. Sur quel dessin je me base pour faire ça? Moi, sur celui-là, qui est moins chargé. Donc la différence entre P de J et Prum, mettons que J il est là, d'accord? Je m'intéresse à ce J là. J.
P de J, ça je pense que tu as compris le truc. P de J, c'est la dernière ville qui est à plus de 50 km avant. Donc le sens de P de J, c'est que si je décide, pas très joli comme dessin, si je décide de prendre J dans ma solution, le reste de ce que je peux prendre pour les aires avant J, c'est tout ce qu'il y a de 1 à P de J. D'accord? Ça, c'est ce que je peux prendre, mais je ne sais pas lesquels je prends là-dedans. En comparaison, prum de J, ça va me dire quelle est la dernière ville que j'ai prise dans ma solution optimum de 1 à J. D'accord? Donc, ça peut être J, ça peut être J-1, ça peut être quelque chose avant, mais c'est la dernière ville que j'ai prise. Donc, si par exemple, la solution optimum pour J, c'est de sélectionner ça, ça je peux pas, ça, et puis ça, comme de J, ça sera J, dans ce cas-là. Par contre, P de J, c'est toujours la dernière qui est 50 km avant. Alors, je vais faire un autre exemple encore, parce que celui-là, il ne me plaît pas. Je vais dire que l'optimum, c'est pas de prendre ça. L'optimum, mettons que c'est de prendre 60. Voilà. Hop. OK. Et là, on va pouvoir voir carrément ce que c'est, l'intérêt de prum de P de J, qui joue un rôle dans mon algo, puisque prum de P de J, j'ai dit, si je prends J dans la solution, la ville d'avant, c'est prum de P de J. Pourquoi? Parce que si je prends J dans la solution, je sais qu'avant, ma solution optimum ne peut utiliser que des villes de 1 à P de J. Et pour chaque compteur, par exemple pour K égale P de J, moi j'ai stocké dans prum K, j'ai stocké la dernière ville sur la solution optimum de 1 à K. Dans ce cas-là, là, c'est celle qui est au kilomètre 60. Donc, prum de P de J, tu vois que c'est la ville juste avant la ville J dans la solution optimale. Ok, super. Bon, et bien du coup, si vous avez plus d'autres questions, on va s'en tenir là. Alors si, Thomas, tu as une question. Pour l'exemple, je ne comprends pas le coup de 7 quand on prend 4. Alors attends, je l'avais fait au-dessus l'exemple. Le coup de 7 quand on prend 4. Oui, d'accord. Alors, le 7 quand on prend 4, c'est que j'ai dit on va calculer, d'accord, l'opt de 1 à 4. On veut calculer opt de 4. Donc, opt de 4, je peux suivre carrément, on va le refaire en suivant plus calmement la formule de récurrence pour 4 aussi. Opt de 4, je vais devoir calculer opt de 3 et ce truc-là. D'accord, le max entre les deux. Okay, je vais le faire en vert. Comme ça, ça ne fera pas de truc. Donc, pour calculer opt de 4, ce qu'on fait, c'est que, encore une fois, on suit cette formule de récurrence qui dit quoi? Qui dit il y a deux solutions. Soit on prend 4 dans la solution. Okay. Si je prends 4, alors à ce moment-là, donc je place quelqu'un ici, et ensuite je ne peux placer que des gens à plus de 50 km avant, donc ici avant 20. Donc ça veut dire que je peux placer que quelqu'un en 1. Okay. Donc si je prends 4, je vais pouvoir prendre 4 et je peux prendre que 1. Et l'optimum du coup c'est de le prendre. D'accord, c'est de prendre 1 et 4. Donc 1 et 4, ça fait, je vais voir le coût, le revenu escompté. Pour 1, c'est 4. Et pour 4, c'est 3. Voilà d'où j'ai sorti le 7. Ça, c'est quand je prends 4. Si je prends pas 4, du coup, là, je vais pouvoir m'intéresser à c'est quoi l'optimum en prenant parmi les 3 premières. Et encore une fois, je peux discuter. Si je prends la troisième, d'accord? Donc, je veux savoir l'optimum en prenant les 3 premières. Là, c'est ça que je vais calculer. Si je prends la troisième, à ce moment-là, je peux pas prendre la deuxième, je peux prendre la première, et il faut la prendre pour avoir un revenu optimal. Donc si je prends la troisième, je vais me retrouver avec 1 et 3. Et 1 et 3, ils sont de revenus 4 et 8, c'est-à-dire 12. Si je prends pas la troisième,
Okay. Si je ne prends pas la troisième, je peux prendre ce que je veux parmi 1 et 2. Donc là, l'optimum, c'est de prendre le meilleur entre 1 et 2. Et le meilleur entre 1 et 2, c'est 5. Voilà. Donc comme ça, j'en déduis que opt de 3, c'est 12. Ici, quand j'ai calculé, donc ici c'était opt de 3 que je voulais justement. Si je ne prends pas 4, le mieux que je puisse faire, si je ne prends pas 4 dans ma solution, c'est le mieux que je puisse faire en prenant des trucs de 1 à 3. Donc c'est 12, c'est ce qu'on vient de calculer. C'est ce 12-là. Okay. Et maintenant, du coup, je peux calculer, je sais que pour opt de 4, je sais que si je prends 4, je peux faire au mieux 7. Si je ne prends pas 4, je peux faire au mieux 12. Donc là, je viens de déterminer que opt de 4, c'est 12. Okay. C'est le max entre le 7 et le 12. Est-ce que c'est mieux maintenant, Thomas? Okay. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Bon, alors on peut s'en tenir là. Je vais arrêter l'enregistrement. Si, Paul, peut-être tu as une question? Non, c'est bon. Ok, au revoir, bonne journée à vous aussi. Du coup, on se retrouve demain pour le TP. N'oubliez pas, donc regardez sur la page du cours quel est votre salon auquel vous êtes affecté et allez dans le bon salon. Les bleus vous rendrez à la fin du TP. Voilà, j'enregistre.